faut couvrir un événement qui se déroule en Ukraine ou en Afghanistan ou en Centrafrique ou au Soudan ou autre, comme un événement qui se déroulerait à 2 pas de chez nous. Personne ne savait que j'étais une journaliste étrangère. Donc si j'avais une caméra, je pouvais la camoufler la cacher sous ma burqa. J'ai pas forcément la dégaine de l'image qu'on se fait du reporter de guerre. Le fait de voir leur visage, ça apporte quand même énormément. Il y a beaucoup qui passent par le visage, par le regard, etc. Enfin, moi, tout d'abord, j'ai commencé à étudier les conflits, l'analyse des conflits. J'ai un master en analyse des conflits. Intellectuellement, moi, ça m'intéressait. Ça m'intéressait de savoir comment, toutes les transmutations qui s'opèrent dans les sociétés en conflit, ce qui se déroule après un conflit également. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai étudié pas mal. J'étais pas certaine à 100% au début de vouloir devenir journaliste. Vous connaissez cette personne? Oui, c'est l'une de mes meilleures amies. Oui. Hi Margot, bonjour à tous. Alors ma question c'est qu'est-ce que tu dirais à toi-même il y a 9 ou 10 ans quand on était à l'école ensemble et quand tu avais des doutes sur le journalisme et sur toi-même? Et voilà, alors ce que je me dirais, c'est d'avoir confiance en moi. Parce que moi j'étais retournée en école de journalisme un peu sur le tard. Je me dirais c'est fais-toi confiance, écoute-toi et tout se passera bien. Et ce sera difficile mais tout se passera bien. J'ai bossé beaucoup pour le New York Times. Cet article est marrant puisque je me suis retrouvée sur la photo de l'AFP en train de filmer avec ma caméra AFP, ce que je ne savais pas du tout, juste à côté de l'homme qui deviendrait président. Ça, c'était marrant. Quand je faisais mes études, avant même le journalisme, je pensais me spécialiser sur la criminalité organisée. C'est pour ça que j'avais fait un double master en italien aussi. Et finalement, au moment de décider de mon mémoire de master, je faisais un stage chez RFI. Et il me semble que c'était au moment ou juste après l'indépendance du Soudan du Sud. Et je me suis pris de passion pour cette histoire. J'ai fait mon mémoire de master sur le Soudan et le Soudan du Sud. Je connaissais par cœur tous les groupes armés possibles et imaginables. Et voilà, et je suis rentrée là-dedans. Et finalement, je suis partie m'installer au Soudan pendant un moment. J'ai adoré cette expérience. Et donc, j'ai décidé de repartir en Afrique ensuite et de découvrir une nouvelle région de ce continent. Chypre. Alors, c'est pas moi qui ai écrit ça. Mais oui, C'est un lien dans votre carrière. Exactement. En fait, moi, je me trouvais très bien à l'AFP. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais démarré en tant qu'alternante, puis j'avais enchaîné les CDD. J'avais continué en tant qu'indépendante en Centrafrique, puisque j'avais décidé de partir une première fois en Centrafrique. Et ensuite, ils m'avaient récupérée en CDI. Donc, j'ai travaillé effectivement 2 ans au bureau Moyen-Orient, Afrique du Nord de l'AFP, qui se trouve à Nicosie. Je m'y suis beaucoup plu et seulement j'avais fini par m'y ennuyer un petit peu parce que le terrain me manquait et que j'avais un travail surtout de desk en fait. Donc je réceptionnais les vidéos de nos correspondants sur le terrain, donc à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et je devais donc les monter et puis également veiller à ce que toutes les informations soient correctes, puisqu'à l'époque, on employait pas mal de journalistes indépendants ou souvent des citoyens journalistes. Je me trouvais trop jeune pour me cantonner à un travail de desk. Mais également, je sentais l'heure tourner et je me trouvais trop âgée pour pas perdre du temps, mais si un petit peu perdre du temps sans retourner sur le terrain. Je me disais que si j'attendais trop, je resterais trop dans ma zone de confort et ce serait d'autant plus difficile de repartir en tant qu'indépendante. On arrive en Ukraine, notamment avec un article qui vous a particulièrement marqué, c'est celui du milieu.
Oui, après, c'est pas le seul. C'est celui qui a souvent été mis en avant, bizarrement. Alors, pour la petite histoire, moi, c'est un article que j'ai failli ne pas mettre dans ma sélection d'articles que j'ai envoyé à Albert Londres. J'ai vraiment, enfin, je voyais même pas pourquoi je le mettrais. Je le trouvais extrêmement mal écrit. Je l'avais écrit en 2-2. Un soir, voilà, mais il décrit effectivement, enfin, je pense que ça a été le premier à décrire les tortures et sévices sexuels qu'avaient subis des femmes ukrainiennes et des filles ukrainiennes par des soldats russes. Généralement, on considère les journalistes pigistes, indépendants, comme peut-être valant moins que les journalistes staff. Souvent, les gens ne s'imaginent pas que j'ai choisi de devenir journaliste indépendante et ils se disent que mon rêve, ce serait de devenir staff. Enfin, on me l'a souvent dit, on m'a souvent fait la remarque. Quand je suis partie de l'AFP, les gens me regardaient avec des yeux ronds. Ce prix, il vient vraiment valider tous les efforts que j'ai pu faire dans ma carrière, les sacrifices que j'ai faits. Et voilà, il a aussi apporté autre chose, qui est que en tant que jeune femme et jeune journaliste, que je ne considère plus être jeune journaliste, mais en tant que jeune journaliste à l'époque, on me ramenait souvent à ce statut-là. Et notamment, je pense, parce que je suis une jeune femme et que je n'ai pas forcément la dégaine de l'image qu'on se fait du reporter de guerre. Et encore aujourd'hui, on me présente comme une jeune femme journaliste, on met en avant la sensibilité de mes articles, etc. Je suis allée sur le front bien plus que certains autres confrères masculins. Mais voilà, c'est toujours ça qu'on met en avant. Et ce prix vient encore une fois valider le fait que, mine de rien, je fais du bon boulot. Bonjour Margot-Ben. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Et vous? Ça va, ça va. En général, c'est moi qui les choisissais en tant que journaliste indépendante, mais ça reste toujours beaucoup le cas. Au Figaro, enfin, je m'entends très bien avec mon rédacteur en chef, qui me fait confiance, qui nous fait confiance. Donc souvent, quand je suis sur le terrain, eh bien, c'est moi qui propose des sujets, et ensuite ils sont acceptés ou non, mais souvent ils sont acceptés. Et puis je les rédige. Enfin, je fais les reportages et ensuite je les rédige. Et voilà, c'était pareil quand j'étais journaliste indépendante. Souvent, moi, j'étais basée dans les pays que je couvrais, donc j'y vivais, je les connaissais, et ça me permettait souvent d'aller un petit peu au-delà des sujets d'actu. Donc j'ai pu, par exemple, faire des sujets sur des reportages sur la présence iranienne en Afghanistan, sur des trafics notamment d'objets d'art et d'objets archéologiques qui se faisaient dans le désert afghan près des frontières iraniennes et pakistanaises, des sujets sur l'écologie, sur un club de BMX mixte, garçons et filles, dans un quartier défavorisé de Kaboul, enfin des choses qui n'avaient pas forcément trait directement au conflit ou aux talibans, etc., mais qui aidaient à comprendre le pays. Ça dépend vraiment du pays et du contexte, c'est-à-dire que par exemple au Soudan c'était une dictature, donc il fallait faire très très attention lorsqu'on faisait des interviews, lorsque je faisais des interviews, que je rencontrais des gens, des activistes, etc. Bien souvent ils ne voulaient pas être vus en ma compagnie, donc on devait se rencontrer un petit peu caché. Il fallait que je fasse attention également à ne pas être suivie, ça c'était à l'époque. Puisque je savais bien que à chaque fois que je quittais mon logement ou au début un hôtel où je logeais, il y avait des gens qui venaient voir où j'allais, qui venaient demander à la réception ce que j'avais fait ce jour-là, enfin, ce que je comptais faire, si j'avais dit certaines choses, etc. Alors c'est intéressant cette question parce que moi pendant très longtemps j'ai travaillé seule en tant que journaliste indépendante, tout simplement parce que j'avais pas les moyens de travailler avec un ou une photographe. Si le média par exemple
n'était pas sûr de prendre des photos, moi je ne pouvais pas ensuite payer le ou la photographe. Et puis tout simplement, je bossais seule. Mais c'est dommage, c'est très dommage, puisque la photo apporte énormément à un article. Souvent, il peut faire qu'un article sera lu ou non, puisque le lecteur avant tout voit la photo, et si la photo l'intéresse, eh bien il va lire l'article. La photo peut également donner à voir des choses que raconte l'article, mais d'une manière beaucoup plus directe. Lorsqu'on parle de gens, j'ai beau les décrire moi par mes mots, le fait de voir leur visage, ça apporte quand même énormément. Il y a beaucoup qui passe par le visage, par le regard, etc. Alors, j'aurais pas la prétention de dire que j'influe sur la politique internationale, mais c'est vrai que, par exemple, j'avais fait une longue enquête avec un confrère américain sur une grande affaire de corruption dans laquelle baignait le président afghan avant l'arrivée de Taliban au pouvoir, et notamment aussi son frère. Et ça a beaucoup fait parler, ça leur a créé pas mal de problèmes. D'ailleurs, ils ont voulu m'attaquer en justice, etc. Et ça, j'en étais assez fière. Il y a eu une ou deux autres instances également où j'ai senti qu'il y avait un impact plus ou moins direct de mon travail, notamment en Ukraine, où j'ai fait tout un reportage, une enquête aussi sur des soldats ukrainiens, des soldats volontaires ukrainiens qui avaient quitté le front parce qu'ils se faisaient complètement décimer, qu'ils n'avaient plus les armes nécessaires, que leur chef était mort et leur état-major refusait qu'ils partent vers l'arrière, même s'ils étaient complètement traumatisés. Ils avaient des PTSD, etc. Et puis que de toute façon, ils n'étaient pas du tout en état et qu'ils n'avaient pas l'équipement pour repartir au front. Donc moi j'ai suivi toute cette affaire et j'ai écrit dessus. Et j'ai appris justement que suite à ça, ils n'avaient pas été renvoyés au front. J'aurais pas la prétention de penser que c'est grâce à mon article, hein. Il y a également, je pense, pas mal d'autres choses qui ont influé là-dessus. Et ça m'a fait plaisir parce que j'étais en contact avec les familles, les épouses, etc. de ces soldats, et le fait déjà de les savoir en sécurité, ça m'a vraiment fait très plaisir. Encore une fois, ça dépend des soldats, ça dépend de l'armée avec laquelle on traite. En Ukraine, c'était particulier parce que disons que l'armée ukrainienne, et à juste titre, avait très peur de l'afflux, surtout au début du conflit, de journalistes qui parfois pouvaient, par mégarde, donner une position, donner des informations qu'il ne fallait pas diffuser. Et donc l'information était souvent assez verrouillée, l'accès au front était un peu compliqué, il est surtout devenu compliqué au fur et à mesure que le conflit durait. C'était parfois compliqué, il y a eu des mésententes parfois, mais en tout cas avec les personnes qui étaient sur le terrain, si on oublie un petit peu les services de communication, avec les soldats qui étaient sur le terrain, ça se passait toujours extrêmement bien. Ils étaient contents de voir que des gens s'intéressaient à leur pays, s'intéressaient à leur lutte, s'intéressaient au fait qu'eux mettaient leur vie en jeu pour protéger leur liberté et l'intégrité de leur pays. En Afghanistan, en Centrafrique, il y avait beaucoup de groupes, de milices qui n'appartenaient pas à l'armée régulière. Donc là, on pouvait un petit peu négocier plus facilement, on va dire. Il y avait toujours un milicien ou un autre qui acceptait de m'embarquer, donc il y avait un petit peu moins de problèmes. Les armées régulières, il y en a qui sont plus permissives que d'autres, certaines plus méfiantes que d'autres. Ça dépend aussi de la personne chargée de la communication. Il y en a certaines qui sont plus ouvertes aux journalistes que d'autres. Donc ça dépendait vraiment. Mais lorsque c'était vraiment fermé, verrouillé, soit je me débrouillais pour faire le reportage autrement. On n'a pas toujours besoin d'accompagner les forces armées, on peut couvrir un conflit autrement. D'ailleurs, moi c'est ce que j'ai surtout fait. Ou alors j'essayais de les persuader. C'est compliqué parce que bien souvent il y a quand même un
agresseur et un agressé, il y a des groupes armés terroristes et il y a des victimes civiles, il y a un pays qui envahit et un pays qui est envahi. Enfin, donc c'est compliqué de... je pense pas qu'on puisse dire dans certaines situations qu'on est tout à fait objectif, clairement. En revanche, je tente de toujours coller aux faits. Et ça, je suis très... j'ai vraiment ça chevillé au corps, parfois un peu trop, et ça me prend parfois un peu trop de temps d'écrire mes articles parce que je dois toujours double, triple, quadruple checker toutes mes informations pour être sûre et certaine qu'on ne me dise pas n'importe quoi. C'est pas parce que je vais ressentir de la compassion pour une partie ou pour une personne que j'interviewe que je vais en oublier mon professionnalisme et que je vais gober tout ce qu'elle me dit sans pour autant vérifier. Avant de terminer, nous avons une petite surprise pour vous. Est-ce que vous pouvez prendre la mallette juste à côté? Une mallette. Oui. Et vous? J'adore les mallettes comme ça. Hop, oups. Je peux la mettre n'importe où. Ok. Vous pouvez regarder La date. Alors, pardon. 23 septembre 88, c'est mon anniversaire. Merci. Merci beaucoup. Ah, et puis c'est pas n'importe quoi, mariage princier. Je peux m'abonner si je veux, en 1988. C'est très gentil. Merci énormément. Ça, c'est quelque chose que je vais garder longtemps. Oh, du pastis.